Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. L'humain continue-t-il d'évoluer ou alors est-ce qu'il est arrivé à une sorte de plafond qu'on n'arrive plus à dépasser, évolution finie, ou alors est-ce qu'on est en train de régresser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ouais, bon, déjà ça part du principe qu'on croit à l'évolution, donc on sait déjà qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas d'accord avec nous. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que l'être humain est en pleine régression, c'est un autre débat. Surtout pour les personnes qui vont essayer de réfléchir un petit peu, ça va paraître peut-être évident de se dire mais pourquoi l'être humain aurait cessé d'évoluer? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a peut-être pas de raison, mais il y a quand même des sommités mondiales qui en sont persuadées et qui ont argumenté dans ce sens-là. Alors, elles en sont persuadées, pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont dans l'observation et elles se disent, regardez, si on observe sur une certaine durée, l'humain n'évolue plus. Et c'est pas n'importe qui qui dit ça, puisqu'il y a des sommités mondiales, aujourd'hui c'est même le consensus dans un certain milieu scientifique, de dire que l'humain est en phase de stagnation évolutive. C'est ce qu'ils appellent la stagnation évolutive. Donc il y a plein de sommités, il y en a une que vous connaissez peut-être, c'est une sommité qui s'appelle David Attenborough. Il est né en 1926, donc il a presque 100 ans, il est encore en vie, et c'est un naturaliste, mais pas seulement. Ouais. David Attenborough, il est un peu moins connu du grand public en France, parce que c'est un Anglais, mais dans le monde anglo-saxon, il est très très connu. C'est un naturaliste, donc c'est un scientifique de formation, mais surtout c'est un gars des médias qui a fait énormément, qui est à l'origine d'énormément de documentaires sur l'environnement, sur la nature, ce genre de choses. Notamment, c'est lui qui est à l'origine de la série de documentaires Planète Vivante, donc, que vous connaissez probablement. C'est la BBC. Il a travaillé à la BBC, voilà. Donc c'est une grosse pointure. Et du fait d'être un homme de médias comme ça, associé avec une formation scientifique, il s'est construit une réputation et une autorité qui est aujourd'hui inattaquable. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est presque... c'est vraiment quelqu'un qui a une autorité mondiale qui est reconnue par tous les anthropologues, par tous les naturalistes dans le monde entier. Il y a énormément d'espèces qui ont été découvertes, à qui on a donné le nom Attenborough, ou en tout cas des consonances de son nom, en hommage à David Attenborough. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, David Attenborough, il a été anobli par l'ancienne reine d'Angleterre, il fait partie de la Royal Society, de tout un tas de groupes de sciences éminentes en Angleterre. Il a un frère qui s'appelle Richard Attenborough. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, mais peut-être que Richard Attenborough ça vous dit rien, mais John Hammond ça vous dit quelque chose. John Hammond c'est qui? C'est J'ai dépensé sans compter dans Jurassic Park. Vous savez, c'est le propriétaire des premiers Jurassic Park, qui a justement fait des manipulations génétiques en pensant que ça allait en rester là, alors qu'en fait ça lui a explosé le visage et ça a tout évolué. En fait, ils ont fait, on va dire, la même erreur, parce qu'on peut considérer que David Attenborough a fait une erreur, parce qu'aujourd'hui, on va voir que les scientifiques démontrent le contraire, que l'homme continue d'évoluer. Alors, ça y est, on a fait un spoiler, mais on va vous expliquer pourquoi. David Attenborough il disait que l'homme avait fini d'évoluer. Et John Hammond, dans son parc, il partait du principe que les dinosaures n'allaient plus évoluer non plus. Et on s'est rendu compte que, comme ils disent dans le film, la vie trouve toujours son chemin, et les dinosaures ont continué d'évoluer dans le parc. C'est ça. Et ça a fait une catastrophe, Jurassic Park, toute la suite. Donc des dinosaures qui n'étaient pas censés se reproduire et qui se sont reproduits quand même. C'est ça. Autre spoiler pour le film. Ouais. Alors, il y a des scientifiques qui veulent démontrer justement que l'être humain continue d'évoluer comme toutes les autres espèces sur Terre. Notamment, on va vous donner un certain nombre de noms juste pour avoir des données un petit peu. Donc, Jason Hodgson, c'est un anthropologue généticien. Lui dit la population évolue constamment. On va voir ensemble ce qu'il dit. John Hawkes, c'est un paléoanthropologue du Wisconsin. Pareil, il dit on continue d'évoluer. Et Steven Stims de l'université de Yale, lui, c'est un biologiste de l'évolution qui dit l'humain évolue. Et on va voir ensemble, ils ont démontré un certain nombre de choses. La première chose qui va peut-être vous étonner, et nous en tout cas ça nous a vraiment étonnés, c'est de savoir que quand un bébé naît, il porte en lui 70 mutations génétiques qui n'ont rien à voir avec justement le gène de ses parents. Un bébé qui naît, 70 mutations génétiques, elles vont être effectives ou pas, mais en tout cas, elles peuvent être transmises à ses enfants. Donc ça veut dire que déjà, quand un bébé naît, il a 70 différences par rapport à ses parents. Typiquement, nous, on a un de nos enfants qui n'a que 3 dents de sagesse. Et ce que nous ont dit les médecins, c'est que c'était évolutif. C'est-à-dire que les dents de sagesse, on n'en a plus besoin aujourd'hui parce qu'on ne mange plus de viande crue, ce genre de choses. Mais d'une génération sur l'autre, ça ne se voit pas, mais sur des milliers d'années, c'est une adaptation. L'être humain va s'adapter à ce genre de choses et petit à petit, les dents de sagesse vont disparaître parce qu'on a besoin d'une mâchoire plus petite. C'est ça. Alors, si vous avez des enfants qui ont moins de dents de sagesse que 4, mettez-le nous en commentaire, ça nous rassurera. Voilà. Et alors que nous, on avait, en tout cas, on ne les a plus, mais on avait bien 4 dents de sagesse. Ouais, on s'est enlevés. Voilà. Bon, alors, en fait, les parents font des enfants. On pourrait penser que les enfants sont un mélange génétique des deux parents. Oui, c'est vrai, jusqu'à un certain point, parce qu'on considère qu'en moyenne, il y a 70 mutations
c'est-à-dire des différences des gènes qui ont été modifiés. Ça peut être des erreurs de réplication, ça peut être des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient exactement, ça peut être des adaptations à l'environnement, mais tous les enfants ont 70 mutations en moyenne par rapport à leurs parents. La majorité ne seront pas adaptées parce qu'en fait, elles ne correspondent à rien. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui va être activée, qui va se répercuter sur les générations suivantes. C'est ça, c'est ça. Donc peut-être que notre enfant qui a 3 dents de sagesse, ses enfants en auront 3, peut-être 2, 1 ou 0. Voilà, c'est l'évolution. Et les scientifiques aiment bien rappeler, et nous aussi on aime bien aussi se le rappeler, c'est qu'en fait il y a 4 modes d'évolution de toutes les espèces. Et le premier mode d'évolution qu'on connaît tous, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est celle qui porte sur les grands groupes, sur les vastes populations. Parce qu'en fait, l'évolution va être différente sur les groupes étendus et les groupes restreints. Les groupes restreints, les groupes étendus, c'est un grand nombre de personnes avec des mouvements de population et donc un brassage assez important sur des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'individus. Donc sélection naturelle, c'est le premier mode. C'est-à-dire que l'être humain va naturellement s'adapter génération après génération à son environnement. Quelque chose qui le tue va éliminer les êtres qui ne peuvent pas résister à ça et va permettre de se reproduire ceux qui vont survivre à ça. Mais le raccourci, ce serait de penser que l'évolution, c'est uniquement la sélection naturelle. Mais non, en fait, c'est un des 4 facteurs. Il y en a un autre, par exemple, qui serait la sélection sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a naturellement, c'est le deuxième, des femmes qui vont plus facilement se reproduire et des hommes qui vont plus facilement se reproduire. Pourquoi ? Parce qu'ils auront plus de facilité à trouver un partenaire. Parce que ça va être en fait des critères physiques, des critères intellectuels, des critères comportementaux, des critères sociaux qui vont être choisis par les partenaires. C'est-à-dire que ce critère-là, cette forme physique, cette couleur, cette n'importe, va être choisi par les partenaires. Et donc, c'est une sélection sexuelle. Et ça va beaucoup plus vite que la sélection naturelle. Vous imaginez ? Là, on n'a même pas besoin de milliers d'années, ni même de siècles. Non, ça se passe en quelques générations. Par contre, ça ne s'applique, là aussi, qu'aux groupes étendus. Dans les groupes restreints, et à la limite, ils n'ont pas le choix. Ils prennent les partenaires qu'ils ont. Dans un groupe étendu, les hommes vont pouvoir choisir les femmes vont pouvoir choisir les hommes, vont pouvoir se séduire ou ne pas les séduire, ce qui fait que les gens moches vont moins se reproduire dans les groupes selon étendus, leurs critères à eux, selon leurs critères à eux. Voilà, que les gens qui sont plus séduisants. C'est ça, entre autres. Après, ce sera peut-être critères sociaux, critères de recherche, de richesse, ce genre de choses. Mais bon, on comprend que ça va beaucoup plus vite. Ensuite, il y a un troisième critère d'évolution, c'est la notion de brassage migratoire. C'est-à-dire que quand il y a des populations qui migrent, forcément, vous l'observez même dans le monde actuel, ça va provoquer des brassages génétiques et donc des mutations, donc quelque part une évolution, un changement dans l'être humain. Et là aussi, on parle d'évolution, et dans ce cas-là, ça peut être aussi une dévolution. Ça peut être dévolution. On va dire qui arrive où, où on est, on va dire, l'évolution de la population qui accueille et où en est l'évolution de la population qui migre. Et ça va faire qu'il y a des continents, des régions du monde dans lesquelles l'évolution va s'accélérer et d'autres dans lesquelles l'évolution ça va régresser, ça va être une régression. Et le quatrième mode, c'est la dérive génétique. Là, ça va être très rapide aussi dans ce cas-là. Oui, ça va être du même ordre que la sélection sexuelle. Et le quatrième mode, c'est la dérive génétique. Et là, c'est dans les populations restreintes. Et là, on le comprend très bien, puisqu'en fait, dans une population restreinte, il peut y avoir des critères, des caractéristiques génétiques, voire même des déficiences, voire même des déformations, ce genre de choses, qui, dans une population restreinte, vont augmenter. Et si vous, par exemple, vous prenez une population restreinte et vous la laissez évoluer pendant quelques centaines d'années et qu'après vous revenez les observer, vous allez observer que ces traits génétiques qui étaient spécifiques, ces déformations, ces déviances vont s'augmenter et donc vous allez trouver une population qui aura vraiment changé. Et ça peut aller très vite aussi. Ça sera dans les populations restreintes. Ouais. Bon, les populations restreintes aujourd'hui, quand même, au XXIe siècle, il y en a quand même de moins en moins. On va parler de tribus isolées ou de régions du monde qui sont coupées du monde. C'est quand même de moins en moins le cas. Avant, quelques siècles en arrière, voire même seulement quelques décennies en arrière, c'était beaucoup plus répandu. Donc aujourd'hui, quand on parle d'évolution dans les groupes étendus. C'est ça. Parce qu'il y a des Américains, des Européens, des Asiatiques, des Africains qui peuvent se reproduire ensemble. Il y a énormément de mouvements de population. Les groupes sociaux sont de plus en plus étendus. Donc, on va se focaliser principalement sur les 3 premiers critères. Alors là, il y a par exemple un exemple qui a été donné par Jason Hodgson, justement pour prouver que l'évolution existait, encore que l'être humain continuait d'exister. Et là, vous allez peut-être tomber sur les fesses d'un point de vue durée, parce que nous, en tout cas, ça nous a surpris. Parce que là, on va parler vraiment d'une évolution fulgurante. On parle d'une évolution génétique fulgurante. Pas par la sélection, pas par la sélection sexuelle, pas par le brassage de population, mais vraiment par l'adaptation à son environnement, c'est-à-dire la sélection naturelle. C'est ça. Et une évolution fulgurante, ça représente combien d'années d'après vous ? C'est ça. Mettez-nous en commentaire, d'après vous, en combien de temps l'humain est capable d'évoluer de façon fulgurante ?
Ben là, Jason Hodgson, il a démontré en 2014 qu'à Madagascar, la population a évolué de façon fulgurante pour faire face à la malaria, et là, ils ont évolué en 2000 ans. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, la population a été capable de s'adapter à cette maladie qui était endémique et qui décimait la population, de façon à ce qu'ils s'adaptent et qu'ils résistent à la malaria. 2000 ans. C'est ça qui est fulgurant. C'est-à-dire, et on parle pas d'un troisième bras qui pousse parce qu'on a besoin de manipuler des outils qui nécessitent 3 bras. On parle de l'apparition ou de l'évolution d'un gène qui permet de mieux résister à la malaria. Donc en gros, on va dire, évidemment pour ceux qui chopent la malaria, c'est pas insignifiant, mais globalement par rapport à la complexité du corps humain, qu'est-ce que c'est résister à une maladie comme la malaria? C'est rien du tout. On parle d'un gène qui s'est activé à l'échelle de 2000 ans. Et encore, on ne sait même pas un truc à 100%, c'est sur une majorité de la population. La population dans son ensemble, statistiquement, résiste mieux à la malaria sur 2000 ans. 2000 ans, c'est un exemple d'évolution. Un autre exemple que nous donnent aussi les scientifiques, c'est l'allèle de la lactase. Vous savez que il y a beaucoup de personnes qui disent que l'être humain adulte n'est pas capable de digérer le lait. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vrai pour certaines populations et qui est faux pour certaines populations. Puisqu'en fait, par exemple, en tant qu'Européens, mais aussi il y a certaines populations en Afrique et au Moyen-Orient, on a évolué et on est capable de digérer le lait à l'âge adulte. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui va venir d'Asie ou quelqu'un qui va venir d'Amérique, qui est vraiment né, On parle d'Amérique des indigènes ou des Amérindiens. C'est ça, on parle des Amérindiens, qui est vraiment issu de cette population-là. Et ben, ses ancêtres ne sont pas capables de digérer le lait et lui, il n'en sera pas capable non plus. Tandis qu'en tant qu'Européens, aussi certaines populations africaines et au Moyen-Orient, sur des milliers d'années, et ça c'est une évolution aussi très rapide, eh ben, on a été capable de digérer le lait alors que ce n'était pas quelque chose de normal pour l'être humain. Pourquoi? Parce que sur certains continents, on a eu quelques milliers d'années d'avance sur l'élevage. C'est-à-dire qu'on consomme du lait depuis quelques milliers d'années de plus que les autres, et ça suffit pour faire en sorte que sur certains continents, la population est majoritairement capable de supporter la lactase, et sur d'autres continents, non. C'est ça. Alors, quand David Hammond parlait de stagnation évolutive de l'être humain, il n'était pas dans le vrai, mais il n'était pas non plus complètement dans le faux, puisqu'on se rend compte que c'est sur des milliers d'années que ça s'observe. D'ailleurs, quand c'est fulgurant, c'est 2000 ans. Si on reprend cet exemple du lait, là, maintenant ça va se mélanger avec les autres facteurs d'évolution que sont les sélections sexuelles et puis le brassage de population. Maintenant, on constate, là seulement sur quelques dizaines d'années, que partout dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui sont capables de supporter le lait, la lactase notamment. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a brassage de population, comme tu dis, on va se déplacer, et donc on répand ce gène de capacité à digérer le lait à l'âge adulte. Alors bien sûr, il y a plein de gens, parce que le fait qu'il ne faut pas boire de lait, c'est un peu un concept à la mode. Il y a plein de gens qui vont nous dire « mais non, c'est pas comestible, il ne faut pas en boire, etc. » Bon, nous on en boit, moi je ne bois pas de lait, mais dans la famille tout le monde boit du lait. Par contre, moi je mange énormément de fromage, mais quand je dis énormément, c'est pas des fromages français, donc j'en mangerai encore plus si c'était des fromages européens. Mais c'est des fromages Tico. Plusieurs centaines de grammes de fromage par jour, quoi. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que représenterait une évolution de l'être humain accélérée, c'est sympa, c'est un vieux film de Au-delà du réel, c'est une vieille série, je ne sais pas si vous la connaissez, et c'était saison 1, a priori c'est l'épisode 5, nous on l'a revu il n'y a pas longtemps et ça nous a vraiment plu, c'est marrant, c'est vraiment très kitsch, mais bon c'est marrant, c'est Sixième Doigt, où c'est un scientifique justement qui veut observer qu'est-ce que c'est que l'évolution d'un être humain comme ça, sur quelques jours, quelques semaines, il le fait évoluer et il devient complètement différent. Il a des doigts qui poussent, il a le cerveau qui pousse comme ça. Voilà. Ça, c'est l'humain du futur, mais ça, c'est l'humain sur des centaines de milliers d'années, on va dire. Donc, en fait, on est génétiquement sur le même hardware, sur la même biologie que nos ancêtres d'il y a plusieurs milliers d'années. À quelques gènes près, comme la résistance à la malaria ou le fait d'être capable de consommer du lait. Mais mis à part ça, on est les mêmes que des Gaulois ou les gens qui étaient en Europe avant les Gaulois. Donc nous, on a changé de continent, donc on est très très différents des gens qui étaient là il y a quelques centaines d'années, là où on vit aujourd'hui. Mais on est très très proches de Jules César ou de Vercingétorix, par exemple. Génétiquement, on est les mêmes. Ou de Cléopâtre. Donc du coup, c'est vrai que c'est une leçon d'humilité, parce que on se pensait, si vous par exemple vous pensez aux Gaulois, vous pourriez penser que vous êtes des humains du futur. D'un point de vue hardware, c'est-à-dire d'un point de vue structure biologique, d'un point de vue corporel, vous êtes
identiques, quasiment identiques en fait. Par contre, moi, là où je pense qu'il y a vraiment une grosse différence, c'est d'un point de vue software, c'est-à-dire c'est d'un point de vue cérébral, puisque là, on voit quand même qu'on a beaucoup évolué, que ça a quand même vraiment changé par rapport à nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Mais c'est ça, là on parle de la génétique, mais il y a d'autres couches qui font qu'on est la personne qu'on est. Il y a la génétique, il y a l'épigénétique qui est très, très, très proche, qui prend plus. Aujourd'hui, la science montre qu'il y a de plus en plus d'importance. L'épigénétisme a de plus en plus d'importance. Avant, on disait que c'était tout génétique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est presque identique à des ancêtres qui ont plusieurs milliers d'années au niveau génétique. Par contre, on est très différent. Pourquoi ? Parce qu'on a un conditionnement différent. Il y a plein d'autres. L'environnement a beaucoup changé. On a une éducation. Bon, bref. On est quand même très, très différents. Et surtout aussi, là, quand on parle de génétique et d'évolution, on parle des populations dans leur ensemble. Mais les populations ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens très, très différents dans la même société. Des gens qui sont supérieurs, des gens qui sont inférieurs, et puis la grande moyenne. Mais c'était pareil il y a 5000 ans. Il y avait des gens supérieurs, des gens tout en dessous, et puis la grande moyenne. Oui, c'est sûr qu'à l'époque de César, tout le monde n'était pas César. Et aujourd'hui, on est aussi très différents. C'est clair. Mais par contre, c'est très intéressant quand on voit que le hardware est très proche de nos ancêtres d'il y a 2000, 5000, voire 10 000 ans. C'est très, très intéressant pour en fait retrouver ce qu'on nous on appelle, et ça nous tient à cœur, c'est le mode d'emploi de l'être humain. C'est-à-dire comment faire pour manger au mieux, pour être au mieux dans notre corps, dans notre tête, dans notre vie, dans notre société, pour être au mieux. Alors qu'on a perdu le mode d'emploi. Ouais. On ne sait plus trop comment faire pour manger au mieux, pour dormir au mieux, pour être au mieux d'un point de vue même entraînement sportif. Donc s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres qui, eux, quelque part, ont été modelés par leur environnement, c'est très intéressant. C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui a fabriqué l'être humain, mais pas sur 2000 ans, sur 400 000 ans, on va dire. Donc l'être humain, c'est le résultat de cet environnement-là. Et cet environnement, ça consiste, ça veut dire on dort la nuit, parce qu'en fait, on n'a pas de lumière. Les hommes préhistoriques n'avaient pas de lumière pour sortir pendant la nuit, donc ils se cachaient, ils dormaient. Ils avaient peur que s'il faisait nuit, parce qu'ils avaient des bêtes. Et puis ils avaient tout le temps faim. Ils avaient besoin de croire, d'expliquer les phénomènes qu'ils n'arrivaient pas à comprendre par des phénomènes surnaturels, par la religion, par la mythologie, ce genre de choses. Des besoins qui sont encore là, dans notre cerveau, dans les couches profondes de notre cerveau. Et ils mangeaient ce qu'ils pouvaient manger à l'époque. Ils avaient tout le temps faim. Ils avaient tout le temps faim déjà, donc on pourrait penser que l'être humain est peut-être fait pour avoir faim. Mais c'est l'environnement qui les a fabriqués, donc ce sont les produits de cet environnement. Donc aujourd'hui, en fait, c'est cet environnement-là qui correspond le mieux à l'être humain. Donc, et on s'en éloigne quand même aujourd'hui. Donc pour retrouver le mode d'emploi de l'être humain, c'est important de comprendre, peut-être de retrouver sous certains aspects comment vivaient ces gens-là. Naturellement, on sait que vivre la nuit et dormir le jour, c'est pas bon pour la santé, parce que le corps n'a pas été façonné pour ça. Manger tout le temps, c'est pas bon non plus. Manger 5 fois par jour, c'est pas bon. Pas bouger non plus. Manger du sucre, c'est pas bon non plus. On n'était pas fait pour ça. Les êtres humains, les hommes préhistoriques ne mangeaient pas de sucre, peut-être du miel de temps en temps, mais c'était quelque part anecdotique et puis quelque part une fête. Ils mangeaient pas de céréales. Ça n'existait pas. Ou alors que c'était quelques grains comme ça qu'ils écossaient à la main, mais pas des kilos de farine comme ça, sous forme de pâte ou sous forme de pain ou sous forme de pâtisserie. Par contre, ils mangeaient beaucoup de viande. Ils mangeaient des végétaux, ils mangeaient des baies, ils mangeaient ce genre de choses. C'est pour ça aussi que les ethnologues essaient de regarder ce que font les populations non contactées, par exemple ici en Amérique du Sud. Mais quand ils les trouvent, c'est vrai que quand ils les observent, ils voient que c'est des gens qui ont faim et c'est des gens qui mangent ce qu'ils trouvent, tout simplement. Et du coup, quand ils les contactent et que quelque part ils leur apportent la civilisation, il y en a certains qui disent avant c'était cool, mais on ne mangeait pas à notre faim. Maintenant que vous nous avez ouvert le monde de votre monde moderne, on mange à notre faim, on a des chaussures, on a des vêtements, et quelque part c'est quand même plus cool. Et quelque part leur civilisation disparaît. Oui, on a vu ça récemment dans un documentaire sur des tribus qui ont été contactées récemment au Pérou, par exemple. Et donc il y a des anciens dans les villages qui se rappellent des premiers contacts. Et ils disaient, les blancs, là, vous nous cassez les couilles parce que vous nous empêchez de tuer nos voisins quand on a envie de les tuer alors que c'est notre mode de vie traditionnel. Et puis ils les mangeaient aussi, on ne les laisse pas les manger. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de manger nos voisins. Mais par contre, les bons côtés, c'est que maintenant on a suffisamment de nourriture. C'est-à-dire que lui, l'ancien, il se rappelle qu'avant, la nourriture, c'était pas tous les jours. Alors qu'ils habitent en milieu tropical, où vraiment la nature est foisonnante et offre beaucoup plus de nourriture que par exemple en Europe. Il ne faut pas oublier ça aussi. Quand même. Donc c'est bien d'aller voir ces tribus. Alors il y en a plein. Il y a des aborigènes, il y a des indigènes, des gens qui vivent dans la forêt. Je crois qu'il n'y a plus de Gaulois. Il n'y a plus de Gaulois. Et puis même souvent, il y a même une erreur. Il y en a qui vont prendre l'exemple des Maasai, par exemple,
comme peuple premier. Parce qu'en fait, c'est une démarche classique pour les scientifiques de voir comment vivaient les hommes préhistoriques, c'est d'aller voir les gens qui aujourd'hui vivent comme des hommes préhistoriques. Et il y a des gens qui vivent vraiment comme des hommes préhistoriques et d'autres qui ont l'air de vivre à l'ancienne, mais qui sont en fait des modes de vie qui ont à peine quelques siècles. Donc bon. En tout cas, on voulait vous en parler parce que nous, ça nous a quand même étonnés quand on s'est rendu compte que l'évolution fulgurante, c'était 2000 ans et qu'en fait, on évolue tout doucement. Et que quelque part, nous, en tant qu'êtres humains modernes, on est très très proche de nos ancêtres qui avaient 2, 5 ou voire 10 000 ans. Voilà. Après, c'est aussi de notre responsabilité parce que, en fait, de se dire, voilà, regardez comment le monde a changé en 2000 ans, alors que l'être humain, lui, fondamentalement, n'a quasiment pas changé. Ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres choses sur lesquelles on a la main parce que notre génétique, on n'a pas la main dessus, on fait avec ce qu'on a. Par contre, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on a la main. On peut se conditionner, on peut créer des habitudes, on peut s'entraîner, on peut essayer de retrouver le mode d'emploi pour être optimal au niveau performance. On peut... Bon, bref, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut faire. Donc la génétique, ce n'est pas une excuse. Parce que si on se reposait uniquement sur la génétique, on serait tous encore en train de bouffer de la viande crue dans des cavernes, quoi. Et si on veut parler du futur, de l'humain du futur, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui travaillent dessus. C'est plus ou moins déclaré, mais en tout cas, utiliser la génétique pour, on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur les pronatalistes génistes, en fait, ils veulent faire 8 enfants par famille avec des critères génétiques bien spécifiques, des parents qui ont des critères physiques bien spécifiques, des ethnies bien spécifiques, de façon à créer une race, de façon à ce que leurs enfants soient purs d'un point de vue génétique. Ils utilisent la génétique pour faire les bébés, c'est plus de façon naturelle. Donc il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer, et là, ça va pouvoir créer en fait une sorte d'espèce, mais à vitesse accélérée. Oui. Ça sera l'humain du futur et à vitesse accélérée. C'est déjà fait dans certains pays. Il y a certains pays qui le font certainement, mais de façon cachée, puisque de toute façon Hitler voulait déjà le faire à l'époque. Ouais, c'est un petit peu l'idée de MK Ultra. Alors c'est marrant parce que tu avais un t-shirt, ça fait longtemps que tu l'as pas mis, un t-shirt MK Ultra, MK. Et plein de gens qui nous disent oui, vous êtes des gens pour MK Ultra, etc. Ça nous intéresse. C'est un sujet très très intéressant. MK Ultra, c'était ça. C'était d'aller chercher des parents qui avaient potentiellement des dons de vision à distance, ce genre de choses. Donc c'est 70 mutations génétiques dont on vous a parlé. Des gens qui avaient des dons extrasensoriels, capables de faire de la vision à distance, d'aller voir, de se déplacer comme par la pensée pour aller voir derrière les lignes en Russie, par exemple, pour voir ce qu'ils faisaient dans les bases secrètes. Et prendre ces gens-là et les faire... Ou tuer des chèvres à distance. Ouais. Ah oui. Les chèvres du Pentagone. Les chèvres du Pentagone, on vous conseillera le film là dans les liens. Ouais. Les faire se reproduire entre eux pour voir s'ils arrivaient à créer une sorte de guerrier du futur, un guerrier mental du futur, qui seraient des êtres supérieurs. Bon, c'était l'idée. Ça fait des humains, vraiment des humains du futur à vitesse accélérée. Vous imaginez, on prend ces enfants qui ont des mutations génétiques, on les fait se reproduire entre eux. C'est dans Stranger Things, si vous connaissez ça avec Eleven, c'est ça aussi. C'est la suite de MK Ultra. Voilà, on vous mettra les liens sous les. C'est un sujet super intéressant et c'est intéressant de se rendre compte de savoir qu'aujourd'hui, on a fait une vidéo sur le sujet, des gens comme Elon Musk sont à la tête de mouvements qui prônent cette évolution. Quoi. Les pronatalistes génistes, c'est une vidéo qu'on vous a fait, on vous mettra aussi. Selon leurs critères à eux, toujours pareil, vu de l'extérieur, peut-être qu'on verrait ces gens-là comme des sombres crétins, mais selon leurs critères, ce sont des êtres supérieurs. Quoi. Chacun ses critères. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ça nous intéresse, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.